on est obligé de préciser du côté du général, non pas Francis, mais Fabien Mondon, ses propos. Et puis ensuite, vraiment, c'est quasiment simultanément, mais très loin, en Afrique du Sud, Emmanuel Macron qui vient faire le service après-vente. Et pourquoi Emmanuel Macron fait le service après-vente? C'est parce qu'en 2022, sa stratégie de diversion avait fonctionné. En 2022, il a réussi à étouffer le débat sur la présidentielle face à Marine Le Pen, Éric Zemmour et face à Jean-Luc Mélenchon notamment et Valérie Pécresse, en ne parlant que de la guerre en Ukraine, en parlant que du risque international. Personne ne dit que la Russie n'est pas une menace, mais en l'occurrence, nous, ce que l'on peut dire, c'est que l'on pose des questions aujourd'hui. Vous voulez aujourd'hui pas vous lancer dans une guerre, mais vous voulez aujourd'hui mettre la Russie en tant qu'ennemi, et ce qui est le cas, mais avec une incapacité à gérer vos propres frontières. Comment allons-nous gérer la frontière du Donbass alors qu'on n'est pas capable de protéger et de maîtriser nos propres frontières? Comment aujourd'hui vous voulez aller faire la guerre à la Russie alors que vous n'êtes pas capable de gérer quelques 250 000 narcotrafiquants dans notre pays? Ce sont des questions qui se posent et que les Français posent légitimement. Voilà. Et les Français viennent de perdre un enfant. Mehdi Kessassi, c'est un enfant qui a été tué, un enfant de la France, tué, qui rêvait d'être gardien de la paix, abattu le 13 novembre dernier, en pleine rue, et la France a perdu un enfant. C'est ça. Et aujourd'hui, les Français se disent la chose suivante par rapport à Emmanuel Macron. Qui peut réellement penser que le pays est dans une meilleure situation en 2025 qu'il ne l'était en 2017? Et ça, sur les questions de sécurité, sur les questions migratoires, sur les questions économiques, sur les questions budgétaires, etc. Alice Cordier. Non, puis c'est assez... Monsieur le baron, vous allez pouvoir sortir. Visiblement, vous avez une proposition d'embauche. Un job. Et là, vous voyez aussi l'impuissance du ministre de la Justice qui dit... nous, on est évidemment contre. Le parquet était contre. Le centre pénitentiaire, avis défavorable. Mais vous avez un juge qui dit, écoutez, vous êtes bien gentil, c'est moi le patron. Et vous voyez bien le problème aujourd'hui du fonctionnement de la justice. C'est que les juges créent de l'impuissance publique pour les décideurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le problème étant que vous avez 250 000 narcotrafiquants dans notre pays. Vous avez aujourd'hui un ministre de la Justice qui a fait un top 100, entre guillemets, des 100 plus grands narcotrafiquants, avec ce qui devait être justement ultra surveillé, ultra mis hors d'état de nuire, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, le narcotrafic se fait aussi parfois depuis la prison. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la prison qui est votre solution pour lutter contre le narcotrafic n'est pas une solution 100% sûre. Et aujourd'hui, vous avez des juges qui, en plus, non seulement contestent cela, mais offre la possibilité de réinsertion à des gens qui sont ultra dangereux, ultra violents, et qui offre même la possibilité d'un emploi, alors que la France, le taux de chômage en France ne fait qu'augmenter depuis 2022. Je vous propose d'écouter un pour soutenir la famille Kessassi, mais en disant, moi, c'est pas avec les responsables politiques parisiens qui viennent pour les caméras et qui repartent ensuite et qui nous oublient. C'est ça. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que, et moi je pense aussi comme vous, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait Madame Tondelier, qui est les gens de la France Insoumise, qui est Olivier Faure, qui est Boris Vallaud, tous ces gens-là, aujourd'hui, qui négligent la question du narcotrafic, soit qui votent contre, soit qui s'abstiennent, soit qui disent finalement il ne faut pas faire augmenter la réponse pénale, il ne faut pas plus de moyens pour la justice, il ne faut pas plus de sécurité, plus de sanctions, etc. Parce que ce n'est pas dans leur logiciel politique. Tous ces gens-là, effectivement, les Marseillais une bonne partie, je pense, veulent être en rupture avec ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, à Marseille, toutes les familles, comme l'a dit la personne dans le reportage, les familles sont constamment menacées par le narcotrafic, dans les quartiers nord, mais également dans le centre-ville. Des élus aussi sont menacés, des magistrats sont menacés, les policiers sont menacés, voire sont tout le temps pris à partie. C'est ça aujourd'hui le quotidien des Marseillais. Et la réponse politique qui a été apportée jusqu'à présent, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le plan Marseille en grand. Le plan Marseille en grand d'Emmanuel Macron, c'est 5 milliards d'euros. C'est toujours la même logique qui est sous-jacente, une logique un peu socialiste qui consiste à mettre de l'argent sur les quartiers dits prioritaires de la politique de la ville. Et ensuite, après, pour quel résultat ? Il y a toujours plus de pauvreté à Marseille, toujours plus de narcotrafic, toujours plus de règlements de compte et toujours plus d'homicides. C'est ça aujourd'hui le bilan. Et donc Sabrina Agresti-Aubach, elle est effectivement engagée sur le sujet, mais elle est comptable d'une politique macroniste. Elle prend un peu pour tout le monde, pardonnez-moi de le dire ainsi. C'est-à-dire qu'il l'interpelle comme si c'était la seule et unique responsable, alors